Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du 12-15. La période des vacances scolaires est un moment privilégié pour les familles de se retrouver à l'intérieur du pays, dans les villages où les seniors et les plus jeunes communiquent en langue locale. Promotion des langues nationales et du patrimoine culturel, c'est le débat du 12-15. Nous verrons dans quelques poignées de secondes pourquoi et comment promouvoir nos langues et le patrimoine culturel gabonais. Je reçois à cet effet le docteur Fabiola Tapoyo. Vous êtes anthropologue, écrivaine et directrice du cabinet Azizet. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur, merci pour l'invitation. À vos côtés, monsieur Franck-Noël Makosso, vous êtes ingénieur culturel. Monsieur, bonjour et bienvenue également. Bonjour, je vous remercie aussi pour l'invitation. Alors, monsieur Makosso, avec vous, au Gabon, nous n'avons pas de langue locale comme langue officielle. Le français nous sert de langue officielle. Est-ce un risque pour la préservation de nos langues locales? D'entrée de jeu, je dirais non, ce n'est pas un risque. Parce que chaque ethnie, justement, a une langue. Maintenant, après, je pense qu'il faut un peu essayer de différencier le concept Gabon, qui est un concept occidental, et la vie culturelle dans laquelle nous sommes, dans l'arrière-pays. Les autochtones continuent à parler leur langue, enseignent aux nouvelles générations à travers leur langue et vont continuer à le faire. Maintenant, c'est de savoir, est-ce que ces autochtones-là, qui vivent par exemple dans les forêts du Gabon, vont finir par être inféodés par le concept de nationalité, le concept Gabon. Et moi, je pense que aussi longtemps qu'on va se battre pour la préservation de nos traditions, on n'aura pas de problème avec le concept Gabon, qui est un concept purement étatique. Un concept purement étatique. Et comment on fait le lien entre les deux, entre le concept Gabon et nos langues locales? Le concept Gabon, donc je disais qu'il y a un concept qui est purement étatique, qui fait en sorte que des autochtones d'une terre vivent à travers cet État, mais ces autochtones-là, et ils vont continuer à parler leur langue. Le problème n'est pas la terre dans laquelle ils sont en train de vivre. Ce n'est pas comme si des autochtones, au final, qu'on va appeler Gabonais, vont aller s'exiler aux États-Unis, en Angleterre, où ils vont être forcés de parler une langue qui n'est pas celle de leur terre. Parce qu'avant d'être Gabon, ils sont d'abord sur leur terre. Et donc, ce n'est pas en fait le concept Gabon qui vient faire en sorte qu'ils changent de registre linguistique. Ils vont rester dans leur registre linguistique. Nous sommes actuellement sur l'estuaire. Les autochtones de l'estuaire vont être appelés les Omiénés. Malgré la colonisation, malgré l'immigration d'autres peuples, les Omiénés ont toujours parlé leur langue. Donc je ne pense pas que c'est le concept étatique qui fait en sorte que le peuple change sa langue. Alors, Madame Tapoyo, je voudrais vous entendre également sur la même question. Pensez-vous que si rien n'est fait pour promouvoir davantage nos langues, elles peuvent être, il pourrait y avoir un risque de leur disparition? Merci déjà pour remerciement pour l'invitation. Je vais d'abord commencer par planter le décor. La langue, c'est quoi? La langue, c'est l'expression de la philosophie d'un peuple. C'est l'expression du rapport d'un peuple au monde qui l'entoure. C'est l'expression de la pensée, de la vision du monde d'un peuple. Lorsqu'on parle une langue étrangère qui nous a été importée, déjà, il y a comme un biais dans l'essence même de nous-mêmes. Donc, parler la langue d'autrui, c'est déjà s'éloigner de soi-même. C'est le premier danger. Aujourd'hui encore, je ne vais pas rentrer vraiment dans des aspects purement théoriques. Je vais vous prendre des faits concrets. Moi, par exemple, je suis une femme engagée dans la culture, autant professionnellement que personnellement. Je suis une femme initiée. Et je remarque dans ces écoles initiatiques-là, la grosse problématique que ces pères et ces mères initiatiques et initiateurs ont, c'est celle de la transmission des savoirs et savoir-faire. Parce que nous sommes dans un univers oral où tout est transmis à l'oralité, mais les plus jeunes, ils parlent le français. Ces enfants-là parlent le français. Et quand ils vont dans ces écoles de la vie, ces écoles de la culture, il y a une difficulté de transmission. Pourquoi? Parce que les deux interlocuteurs ne sont pas sur la même longueur d'onde. Alors, pensez-vous que lorsque les autorités publiques appellent au retour aux sources pendant les vacances, ils incitent
de plus en plus les gens à repartir dans les villages, cela peut favoriser peut-être cette réappropriation des langues locales, de certaines valeurs culturelles? Oui, dans un premier temps, le retour au village, c'est vraiment la source c'est une des sources de la vie culturelle, mais ce n'est pas tant suffisant. Il faudrait que l'État prenne conscience d'intégrer dans nos processus de socialisation, donc l'éducation, la famille déjà à la maison, l'éducation, l'école, les universités, les institutions et les organisations prennent en compte la socialisation des individus par la culture. Par la culture. Oui, M. Makosso, vous voulez réagir? Oui, peut-être renchérir sur la définition et l'importance même de la langue. J'aimerais dire que la langue, en fait, c'est, pour moi surtout, c'est l'expression du cœur, mais qui est inféodée par l'environnement dans lequel évolue l'individu et le peuple. Et c'est la raison de la définition même du mot culture, qui est en réalité le vivre ensemble. Un peuple vit quelque part, un peuple mange en fonction de son environnement. Ce que nous on mange par exemple au Gabon, ce n'est pas ce qui est mangé en Inde et en Chine. L'environnement définit la culture de quelqu'un. Une question précise. Quel lien peut-on faire entre identité, mémoire collective et patrimoine culturel? Alors, identité, mémoire collective et patrimoine culturel. Je vais commencer par la fin parce qu'au final, le patrimoine culturel est cet aspect de la tradition, mais qui se veut sur deux angles, parce qu'on parlera du patrimoine culturel matériel et du patrimoine culturel immatériel. Donc, dans le patrimoine culturel matériel, on retrouvera donc facilement ce que l'on peut toucher et entendre, c'est-à-dire souvent je partage en disant les feuilles de manioc, c'est le patrimoine culturel matériel. Mais quand on va rentrer maintenant dans le concept initiatique, là on parlera donc de ce que l'on ne peut toucher et entendre et voir. Et donc là on parlera du patrimoine culturel immatériel. Mais cette mémoire collective, la collectivité, c'est un vivre ensemble. C'est un ensemble de personnes au final qui va avoir ce patrimoine en eux. Et donc ce patrimoine en eux, ce sera ce qui restera. Souvent, on aime à dire que la culture, c'est ce qui nous reste lorsqu'on a tout oublié. Je m'inscris un peu en foi avec cette phrase parce que je dis aux gens, non, on n'a pas tout oublié. Grâce à cette mémoire collective et qu'il faut que l'on réajuste en fonction des générations. Et je pense aussi que le débat qui nous amène, qui nous parlera de culture et de linguistique, sera ce qui pourra mettre en évidence la mémoire collective. Puis après, le premier mot, c'est celui de l'identité. Et je pense que c'est véritablement le problème que l'on a dans le monde entier. C'est un problème, selon moi, qui est dû à la mondialisation. Et plus nous rentrons dans l'univers de l'Internet, des réseaux sociaux, donc nous faisons ce brassage culturel où il y a de moins en moins d'identité réelle. Le petit Français qui écoute tout le temps les Américains, le petit Gabonais qui écoute à un moment donné tout le temps le Congolais est en train de perdre sa véritable et l'aisance même de son identité à lui. Et donc, d'où l'intérêt de pouvoir préserver ce qui lui est propre, ce qui lui est authentique. Madame Tapoyo, oui. Peut-on parler de souveraineté culturelle? Peut-on parler de souveraineté culturelle? Bien sûr que oui. La culture, d'abord, c'est quoi la culture? Vous savez, Aziz Nongo Conseil, c'est un cabinet que je dirige depuis 5 ans, où il y a un volet spécifiquement dédié à la culture. Et chaque année, je fais ce qu'on appelle la journée culture et transmission, avec une conférence sur des thématiques de la culture, avec des activités où les gens peuvent apprécier et palper les éléments de notre culture. La souveraineté culturelle. J'en viens, justement. Les notions qui sont développées lors de ces conférences, c'est quoi? La notion de culture. Qu'est-ce qu'on met quand on dit la culture? Qu'est-ce qu'on met lorsqu'on parle d'identité? Mais faites comprendre aux gens ce qu'on entend par identité, ce qu'on entend par culture. Oui, la langue, le droit, les croyances, les rites, l'art. Mais si vous ne vous appropriez pas cela, mais c'est ça qui fait de vous un individu différent d'un autre, c'est ce qui vous distingue. Votre façon de parler, l'art culinaire, le monsieur l'a mentionné tout à l'heure, ce sont des éléments identitaires. Mais
nous sommes là pour aider l'État. Pour aider l'État, c'est que dans les canaux de socialisation, il faut que la dimension culturelle soit intégrée. C'est ce que Aziza Ngourou Conseil fait depuis 5 ans. Nous, on fait des conférences même dans les établissements privés. Vous pouvez aller sur Facebook, sur la page de ce cabinet, vous allez voir. À travers le tourisme également, on bien peut sûr, faire la promotion de l'identité culturelle d'un pays. Bien sûr, dans les établissements, c'est la promotion des langues. Depuis les tout petits jusqu'au lycée, à l'université, le cabinet le fait. Donc, ce sont des canaux à travers lesquels on peut justement sauvegarder notre identité et la transmettre aussi. Parce que le petit Gabonais, quand il parlera avec le petit Français, bah, il lui dira, chez toi on dit bonjour, chez moi on dit mbolo, mboloani, etc. Mais parce qu'il connaît. S'il ne connaît pas, s'il connaît seulement bonjour ou good morning, vous voulez qu'on aille où avec ça? Voilà, on veut bien la mondialisation. On veut bien la mondialisation, mais on va à la mondialisation avec ce qui est soi, avec pour donner aux autres et sa voilà, richesse. Il y a une pratique qui est depuis les temps immémoriaux pratiquée au Gabon, mais dont cette pratique a perdu de sa légalité, si je puis dire, même si sa légitimité tout entière demeure. C'est la question du mariage coutumier, une question que vous connaissez très bien. Pourquoi est-ce important de valoriser le mariage coutumier? Mais tout simplement parce que lors du mariage coutumier, c'est un lien qui se crée. C'est le lien entre deux familles qui se crée ce jour-là. C'est aussi le lien avec ceux qui sont partis et ceux qui sont présents. Il faut savoir que nous, culturellement, nous sommes attachés par rapport au rite que l'on pratique à l'ancestralité. Le culte des ancêtres, c'est vraiment fondamental dans toutes nos pratiques spirituelles. Donc, lorsqu'on fait le mariage coutumier, non seulement on unit deux familles, mais on invoque aussi ceux qui sont partis. Donc, il y a tout un rituel, tout un cérémonial de lien humain. Ce n'est pas deux individus qui vont à la mairie et qui signent un document. Ce sont deux familles, ce sont deux clans, deux ethnies, deux groupes. Ça ne fait que renforcer l'union de la nation. Et ça a une véritable signification. Monsieur Makosso, quand vous voyez aujourd'hui le nouveau contexte politique gabonais où il est beaucoup fait référence aux ancêtres, et on voit bien les autorités publiques lors de cérémonies républicaines faire la part belle à des rites et aux traditions de notre pays. Vous, qu'est-ce que cela vous inspire? Dans la culture, il y a la tradition. Mais la tradition n'est pas la culture. La culture, elle est générationnelle, elle est cyclique. Chaque génération a sa culture, en fonction justement donc, du brassage culturel. Vous avez parlé tout à l'heure d'identité. Dans le mot identité, vous pouvez tirer et trouver donc identique. Dans le mot identique, vous allez tirer et puis vous allez trouver identifié. Donc, on identifie une culture. Quand on regarde quelqu'un, on peut identifier sa culture en le voyant. Quand on regarde, par exemple, la manière dont vous êtes vêtu, costume, cravate, est-ce qu'on peut identifier votre culture? Je ne pense pas. Lorsqu'on regarde au sommet de l'État, j'ai eu la grâce de pouvoir voyager un peu dans l'Europe et dans l'Afrique, et il y a certains pays étatiques. Mais lorsque vous voyez le président de la République, pour ne pas parler du président du Ghana, vous pouvez identifier une ambiance culturelle autour de lui qui n'a rien à voir avec un contexte occidental. Son accoutrement. Alors, à l'occasion de la célébration du 9 août, le ministre de la Culture a relevé le journal en langue pratiqué chez nos consoeurs Gabon Première. Vous, quelle est votre appréciation quand vous voyez le journal qui est fait en langue locale? Alors, pour moi, c'est déjà une avancée. Mais je pense que c'est l'avancée qui est la plus minime. Parce que comme disait notre sœur, la culture, c'est un tout. Et il faut identifier les différents aspects et secteurs de la culture. On parle de l'art culinaire, on parle de la langue, mais l'aspect vestimentaire, c'est aussi important. L'aspect au niveau des cheveux, c'est aussi important. Alors, parler sa langue, c'est en fait une expression culturelle. Mais suffit-il de parler sa langue pour avoir une expression culturelle? La colonisation n'est pas que linguistique. Aujourd'hui, on parle français, on est francophone. Mais est-ce qu'à l'intérieur de cette francophonie, il n'y a pas le moyen de pouvoir nous mettre notre culture à l'intérieur? Et justement, sur le mariage coutumier, je voudrais vous entendre, vous également, quel est votre point de vue? Pensez-vous qu'aujourd'hui, il faudrait légaliser le mariage coutumier au Gabon? Bon, je pense qu'on est dans un État. Et le malheur d'être dans un État est d'avoir des textes juridiques qui accompagnent chaque action.
l'époque de nos ancêtres, j'ai envie de dire ça comme ça, n'étant pas dans un état, donc n'ayant pas des contextes de textes juridiques forcés, donc pouvaient entreprendre librement leur mariage coutumier. Mais maintenant, puisque nous sommes rentrés dans un système occidental, parce que tout ce qui est étatique, juridique, c'est un système occidental, comment trouver le lien conjoint entre un texte juridique, parce que le mariage à l'état civil, c'est un contexte occidental. Maintenant, comment trouver un contexte juridique associé à une diversité de cultures? Parce qu'il faut dire que le Gabon regorge d'une diversité culturelle, d'une diversité ethnique. On a plus de 50 ethnies et chaque ethnie a sa spécificité dans le mariage coutumier. Donc, il faut trouver le juste milieu entre déjà ces différentes ethnies et donc écrire un texte où chaque ethnie va se reconnaître. Arrive à se retrouver. Très bien. Et Madame Tapoyo, je sais que vous êtes favorable au mariage coutumier. D'ailleurs, vous nous disiez déjà en off qu'il existe bien des règles coutumières dans la célébration du mariage. Monsieur Makosso vient de le dire, il y a une pluralité d'ethnies. Comment arriver à trouver le juste milieu aujourd'hui? En 2016, je publiais chez l'Harmattan les règles coutumières au Gabon, parenté, mariage, succession. En 2019, je faisais un débat avec un vénérable sur cette question. C'est pour ne pas citer la chaîne, c'est le Gabon qui gagne. C'était Gabon en première à l'époque, Gab Culture. On avait déjà planché sur cette question. Ce sont les hommes qui font les lois. Les règles là qui légifèrent le mariage coutumier ont été laissées par nos ancêtres. C'est un patrimoine. Pourquoi on est en train de débattre pour légitimer ce qui est pour nous? Mais c'est grave en fait. Avons-nous conscience d'où est-ce que nous en sommes? On débat pour légiférer notre identité, pour légitimer ce qui nous est propre. Alors, M. Makosso, il parlait également de l'aspect juridique de la chose. Il faudrait arriver à le codifier tout de même. Mais quand un ouvrage comme les règles coutumières, avec un exemple de terrain, Pongwe par exemple, je veux dire, moi, je n'ai pas été accompagnée pour faire ce travail de recherche. Il y a des anthropologues qui sont là à l'université qui n'attendent que ça. Nous, on peut aller sur le terrain, transcrire toutes les règles, même dans toutes les ethnies du Gabon, pour en faire un document et le mettre à disposition des hommes de loi, pour qu'ils puissent ici plaidoyer correctement sur cette question. Le premier texte existe, le livre est là. Pourquoi vous ne vous en inspirez pas? Qu'est-ce que vous attendez? Les juges coutumiers existent, ils sont sur le terrain, ils n'attendent que ça, être à la disposition de l'État. Oui. Peut-on moderniser sans dénaturer? Mais bien sûr, la modernité, c'est quoi? Le génie humain. La question de la modernité ne se pose même pas. C'est la question de l'expression du génie humain. Vous pensez que tout ce que l'on fait aujourd'hui, on s'inspire d'où? Ça vient d'où? Le génie humain vient d'où? Lorsque un artiste crée quelque chose, ça vient d'où? Serait-ce moderne parce que nous sommes en 2025 et pas moderne parce qu'on est en 1960? Non, la question ne se pose pas comme ça. C'est tout simplement de réaliser que la culture, le patrimoine culturel a un aspect particulier. Pour revenir un peu sur ce que disait le confrère tout à l'heure, il y a une dimension d'héritage dans le patrimoine culturel. L'héritage et la transmission de génération en génération. Pourquoi est-ce qu'on transmet un patrimoine de génération en génération d'après vous? Si ce n'est pas pour exister à travers le temps, si ce n'est pas pour construire l'histoire, mais si on ne fait pas ça, on disparaît. Et c'est l'histoire des autres qu'on raconte et non la nôtre. Et moi, je me bats en tant que chercheur, en tant qu'enseignante, en tant que personne pour que l'histoire de mes ancêtres ne disparaisse pas. Et qu'il soit transmis de génération en génération. M. Makosso, comment on fait aujourd'hui pour sensibiliser les jeunes générations à l'importance de la préservation du patrimoine culturel gabonais? En fait, la réponse revient sur la question que vous avez posée. Comment peut-on moderniser sans dénaturer? Un anthropologue disait que toute culture qui ne se renouvelle pas est vouée à disparaître. Mais la réalité, c'est que chaque génération a sa culture, par justement le biais de la modernisation. Donc, ils vont adapter une culture qui sera propre à leur génération. Mais en faisant ça, la culture se dénature, malheureusement. Et donc, on va voir que dans 10 générations, on n'aura plus la même culture. Mais puisque toute culture qui ne se renouvelle pas est vouée à disparaître, donc avec le temps, on va dénaturer la culture. C'est un fait de l'histoire. Et donc, il faut
apprécier les codes de chaque génération pour essayer d'entrer à l'intérieur ce patrimoine culturel qu'on a et l'adapter à la génération, à leur code et espérer qu'eux aussi, ils, dans leur culture, préservent quelque chose. Chaque génération a sa culture et que la modernité peut exercer une forme de dénaturation, si je puis dire. Comment on fait pour conserver ce qu'il y a de l'essence même d'une culture? Comment on fait pour conserver ça? Alors, puisque la culture est l'âme d'un peuple, il y a un élément à l'intérieur de la culture qu'on se doit de préserver. La sœur parlait de rites initiatiques. Et dans les rites initiatiques, il y a tout un patrimoine immatériel qui est transmis. Et c'est ce patrimoine immatériel-là qui permet la préservation de la tradition. Et la tradition, à l'intérieur de la culture qui se modernise, qui change d'enveloppe à chaque génération, à l'intérieur, il y aura toujours un maillon qui est propre à la tradition. La trace des anciens et des ancêtres. Madame Tapoyo, vous partagez cet avis, uniquement les rites initiatiques pour préserver l'essence même de la culture, ou bien il y a d'autres moyens également pour les garantir... rites, ce ne serait pas suffisant. Quoi de plus? Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour conserver l'essence de la culture? Ce que nous avons proposé au niveau du cabinet Aziz Nungu Conseil, moi en tant que chercheur enseignant, ce que je propose, c'est l'enculturation. C'est-à-dire que les débats comme ça, comme je le disais en enfant, on en a déjà fait. C'est bien. Mais il faudra aller plus loin. Il faudrait les inscrire dans les manuels scolaires. C'est l'enculturation qui peut nous aider à préserver le patrimoine et le transmettre. Et l'enculturation à travers les canaux de socialisation que j'ai cités tout à l'heure. La famille, l'école, l'université, les institutions et les organisations. On peut débattre là jusqu'à demain. Si on n'applique pas, il n'y a rien. Et moi, depuis 5 ans, je suis sur le terrain, j'applique. Et j'invite tous mes confrères, tous les Gabonais, c'est ce que je fais même depuis les tout petits. Et à l'université, c'est de sensibiliser à l'enculturation, à cette appropriation de tous les pans de la culture qu'on a mentionnés ici. Sinon, sans ça, on débat pour ne pas avoir Merci infiniment. En tout cas, le message, il est bien passé, enculturé et arriver à exploiter tous les canaux pour pouvoir transmettre notre culture et la préserver. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que nous discutions du thème promotion des langues nationales et du patrimoine culturel gabonais. Et je recevais le docteur Fabiola Tapoyo, qui est donc anthropologue, écrivaine et directrice du cabinet Azizé, et à ses côtés, monsieur Franck Noël Makosso, qui est ingénieur culturel. Le débat du 12-15, c'est la fin. Merci de l'avoir regardé, mais surtout, ne zappez pas, parce que l'actualité, elle, se poursuit sur Gabon 24.